Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'il y a un petit peu de monde qui est là, donc merci à vous de nous retrouver pour ce Facebook Live et sur ce YouTube Live. Je ne sais pas si ça se dit, mais je m'autorise à le dire. Donc, excellente année à toutes et à tous. Bonne année. Nadine est avec moi ce soir pour vous parler d'un sujet qui, moi, m'intéresse énormément. C'est l'arboristerie. En fait, depuis que je suis tout petit comme ça, je m'intéresse aux plantes. Aux fleurs d'une manière générale, parce que en fait pour moi au début j'ai trouvé joli quoi, tu vois, c'est la beauté des fleurs dans la nature avec leurs pétales et tout ça, et leur forme géométrique aussi. Et aujourd'hui moi je m'intéresse à la botanique parce que je vais souvent en randonnée en montagne et puis ça m'embête de voir toujours les mêmes fleurs, les mêmes plantes et les mêmes trucs, mais j'ai pas de nom à mettre dessus et voilà, mais j'y viens. Déjà, tu les observes, Ouais, c'est bien. j'y viens. Hein. Mais donc là, je me suis acheté plusieurs bouquins de botanique et voilà, je vais pouvoir avoir des noms à mettre dessus, savoir la gentiane machin à quoi elle peut servir, tu vois. Alors, j'ai retenu le mot gentiane, c'est bien, voilà, il y a au moins une plante, mais des gentianes, il y en a je sais pas combien de sortes alors. Et donc, ça me fait super plaisir d'accueillir avec moi ce soir Nadine, qui est herboriste. Oui, herboriste. Alors, j'ai créé mon entreprise en 2021. Donc, je m'appelle, enfin, mon entreprise, c'est Brin d'herbe iodé. Brin d'herbe iodé. Oui. Ok. Alors, iodé parce que je propose également des sorties sur l'estran quand la mer est dégagée, en fait, et à la découverte des algues. Sur quoi tu dis L'estran. C'est quoi ça? L'estran, ça s'appelle comme ça, en fait. Ah oui. Quand la mer, oui, quand la mer, en marée basse, en fait. Ouais. Et puis, on se promène sur l'estran et D'accord. c'est très intéressant. C'est pour aller chercher les algues sur les rochers? Tout à fait. Okay. Et aller les découvrir et on les goûte sur place. Et on parle de tout ce qu'on peut faire avec les algues et surtout de leur aspect de nourriture et médicinal. C'est très important, très intéressant de les connaître pour cela. Ok. Alors, j'ai 50 ans, un peu plus. Alors, je suis herboriste depuis peu, mais c'est quand même une activité qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Je le faisais en loisir et j'ai décidé de réduire mon activité professionnelle. Et je travaille à 50% toujours actuellement, mais je développe donc cette activité. Et mon plaisir, c'est quand même de partager, de transmettre ce que je connais. Et puis, dans l'idée de retrouver son autonomie et son pouvoir, tout simplement, parce qu'on est dans une société de consommation et on a des réflexes d'acheter à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. Et moi, je propose justement de faire autrement à chaque fois que c'est possible. Et puis donc, je propose des ateliers, j'organise des ateliers sur des thèmes différents qui sont toujours en lien avec les plantes. Et puis, l'exemple ce que je pratique le plus souvent, c'est les sorties en nature pour aller donc apprendre à reconnaître les plantes qui sont nourricières, sauvages, que l'on peut préparer pour se nourrir. Et on passe un moment exceptionnel. J'aime beaucoup cela. C'est une promenade dans la nature en immersion. Ça nous permet de retrouver nos liens avec la nature aussi, c'est important parce qu'on est nous-mêmes des êtres de la nature. Et puis de se reconnecter à soi également, à sa nature, et puis d'être ensemble, ça aussi c'est très intéressant. Et on a toujours ensuite une petite activité où on prépare ensemble, et puis il y a une dégustation d'une tisane. Et d'un plat que j'ai préparé pour pour le partager avec vous. Alors, je vais quand même parler de mon parcours un petit peu parce que je me suis formée. J'ai suivi une formation longue, entre guillemets, de 2 années à l'école d'herboristerie en Bretagne, le BH Cap Santé plus exactement. Et puis, auparavant, j'avais suivi une formation au Jardin des Plantes à Nantes qui a duré également 2 ans. Ah oui. Oui. Et c'est sur quoi ça du coup? Alors,
c'est l'initiation à la botanique. D'accord. Ouais. Donc vraiment, plus la connaissance à proprement parler des plantes, quoi. Oui, alors Ouais. c'est très général. On part du jardin des plantes, de Mm. l'histoire du jardin des plantes, et puis on fait des sorties tous ensemble. Et le jardin reste un support, bien entendu, Mhm. mais c'est surtout on se retrouve entre passionnés. Et entre le directeur du jardin des plantes, les personnes qui travaillent au jardin des plantes et les professeurs qui viennent donner des cours, Mm. on est plusieurs intervenants. Et bon, c'était 2 années où je me suis régalée parce que j'étais vraiment dans ce que j'aime faire. Et c'est important aussi à un moment donné dans sa vie de se poser la question parce que on a tous envie d'être heureux et puis on est heureux quand on fait ce qu'on aime. C'est surtout ça qui est Oui, important. ça aide beaucoup. Ouais. Donc je disais que c'était pour partager, pour transmettre, mais aussi la terre, c'est notre maison et c'est pour moi très important de savoir quand on se promène, de reconnaître un peu les plantes et puis quand on les observe, de les aimer et puis de les respecter. Et comme c'est notre maison, quand on respecte pas la nature, eh bien ça nous revient en boomerang parce qu'on se respecte pas soi-même. Donc c'est un peu ce que j'aime bien partager aussi pendant mes sorties. Et puis alors l'idée de reprendre son pouvoir, c'est plus dans ma pratique dans les ateliers. Quand j'apprends à faire une lessive par exemple avec du lierre, c'est possible, si on est en panne de lessive, on peut toujours se dépanner dans la nature. Mhm. Et ça je trouve formidable ces découvertes et les partager c'est encore mieux pour moi. Mhm. Et donc, à propos de l'herboristerie, bon, c'est un métier qui a existé. Il y avait des herboristeries avant dans tous les coins de rue, à Paris par exemple. Et le certificat que j'ai préparé, certificat de reconnaissance des plantes aromatiques et médicinales, a été supprimé pendant la guerre. Donc c'est un certificat qui n'est pas reconnu par l'État, mais qui est quand même mis en place par 5 écoles qui, elles, sont reconnues par l'État, Mhm. et avec une formation très sérieuse. Et on espère que ce certificat sera de nouveau, comment dire, officiellement reconnu. Ouais. Mais en attendant, c'est un métier, plutôt un métier agricole, où on dit que les personnes qui vendent des tisanes sont des producteurs en fait, de plantes PAM, plantes aromatiques et médicinales. Mhm. Donc, pour l'instant, c'est quand même réglementé, hein, on a quand même une reconnaissance. Et comment oui, ce que je voulais dire surtout, c'est que il faut quand même être très vigilant parce que en ce moment, tout ce qui est comment dire médecine, on va dire Alternative. Hein. alternative ou médecine naturelle est mis à mal. Et moi, j'ai décidé de ne pas proposer de consultation pour donner des conseils par rapport aux plantes. Les plantes, c'est surtout, comment dire, un moyen pour garder la santé. Dans ce métier, couramment, quand on parle de maladie, on dit allez voir votre médecin. La maladie, c'est le médecin. Et la santé, c'est l'herboriste. C'est dans l'idée de garder la santé, en fait, et de faire de la prévention. Mhm. Et on peut aussi soigner les petits bobos de la vie quotidienne avec les plantes. Hein. C'est facile, c'est connu. Je vous donne l'exemple de la menthe. Quand on a un petit souci de digestion, une tisane de menthe, on sait très bien que c'est efficace. Et ça, c'est connu depuis très très longtemps. Et c'est notre patrimoine. On a des choses comme ça qu'on a oubliées. Et moi, j'essaie de remettre au goût du jour, en fait, de se les rappeler pour ne plus les oublier. Heureusement, il y a des livres, on peut pas, Mhm. on a ces traces-là, mais on a quand même beaucoup perdu de nos connaissances. Et il ne faut pas que ça continue. Et pour moi, c'est un patrimoine qu'il faut absolument garder pour le transmettre. Mhm. Parce que de tout temps, on s'est soigné par les plantes. On dit que d'ailleurs que c'est la médecine du pauvre, entre guillemets, parce que c'est quand même une médecine efficace, donc c'est pour tout le monde. Et cette médecine, elle existe
Elle existe bien avant que la médecine que l'on Allopathique, connaît ouais. Bah, en fait, actuellement. elle a toujours existé quelque part et Oui, elle a tout été à fait. remplacée petit à petit par la chimie, quoi. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est bien, plus on sera nombreux à utiliser les plantes, à les connaître, et bien plus on retrouvera ces réflexes. Et bah, écoutez, pour la santé, c'est bien. Pour la santé, et Mhm. puis c'est notre environnement, après tout, c'est un plus aussi pour nous. Ça nous oblige à sortir de nos maisons, de nos intérieurs, et puis on en a besoin pour avoir le soleil, la lumière et, se ressourcer dans la nature. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, si vous avez des questions à poser à Nadine, eh ben, n'hésitez pas. Je ne sais pas, peut-être que chez vous, quand vous allez soit dans votre jardin, même votre potager, ou quand vous vous baladez en pleine nature, bah, et peut-être que vous avez des envies particulières pour ramasser des plantes, ou peut-être que vous voudriez vous faire des tisanes. Eh ben, en fait, Nadine, avec les ateliers qu'elle propose, eh bien, vous pouvez découvrir en effet ces plantes sauvages qu'on trouve, je pense, très facilement par chez nous. Alors, on a une première question, c'est est-ce qu'on peut soigner... Alors attention, parce que on va vraiment peser nos mots, parce que la question c'est est-ce qu'on peut soigner l'insomnie par les plantes? Alors, je réponds avant toi. Ouais, Même moi, en tant que thérapeute, quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, voilà, je souffre d'insomnie et bah, je voudrais une séance là-dessus, bah, je ne suis pas assuré le résultat parce que ça peut être multifactoriel, ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Et en effet, il y a le mot soigner, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce pouvoir-là, enfin moi je ne l'ai pas, et je pense toi non plus. non, Euh, c'est soi. ouais. On a le pouvoir en soi. Ouais, en soi et sur soi, ouais, ça, mais si vous voulez, après, il y a certainement que moi, ce que je peux apporter, comme ce que peuvent apporter les plantes, eh bien, voilà, c'est en effet apporter un soin, mais est-ce que ça va répondre à 100% au problème d'insomnie de la personne? Bah, c'est pas sûr. Mais je te laisse répondre, à la limite, est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent favoriser l'endormissement ou favoriser le sommeil ou avoir un repos plus calme la nuit? Est-ce que ça existe des plantes comme ça? Et est-ce que tu as des noms qui te viennent, toi? Oui, oui, bien entendu, il y a des plantes, je propose des mélanges, mais l'insomnie, c'est vrai que c'est bien d'en discuter, parce que c'est multifactoriel aussi. Et puis il faut savoir si c'est problème d'endormissement ou si c'est réveil nocturne. C'est pas tout à fait la même chose. Mm. Et puis il y a surtout, avant de s'endormir, en général, il faut éteindre les écrans. Enfin, il y a plein de conseils en fait, en plus de l'herboristerie à donner par rapport à ça. Alors, les mélanges de plantes, oui. Bon, pour les enfants, il y a le coquelicot qui est intéressant, le pavot de Californie. Et puis, mais en fait, il faut savoir pourquoi vous faites de l'insomnie, parce que le mieux, c'est de prendre un mélange, je Mhm. pense. Comme ça, avec la synergie des plantes, vous avez, comment dire, enfin, moi, je sais que je présente un mélange avec des plantes qui ont des actions sur plusieurs organes. Donc, vous pouvez très bien mal dormir parce que vous avez un problème de digestion, Ouais. ou bien du stress. Ça peut être multifactoriel, et bah, c'est vous qui savez le mieux pourquoi vous dormez pas bien. Mhm. Et puis, c'est toujours intéressant d'essayer une cure. De toute façon, il n'y en a pas d'effet secondaire, et c'est bien, ça permet de s'hydrater. La seule chose, c'est qu'on peut, comment dire, avoir envie de se lever au milieu de la nuit pour faire pipi, mais bon, c'est comme ça, la nuit, c'est jamais linéaire, hein. C'est rare qu'on se réveille pas une ou deux fois. Donc, c'est pas un problème en soi, enfin pour moi, toujours. Alors, tu vois, une petite précision, c'est des troubles à l'endormissement, parce que c'est une personne qui doit travailler de nuit. Donc en fait, ses cycles de sommeil sont perturbés. Ouais, oui. Donc, un petit cérémonial avant, baisser la lumière, faire des petites choses qui, quand ça s'inscrit dans une habitude, ça peut aider à l'endormissement. Mais il y a la plante aussi qu'on peut rajouter. Mm. Là, c'est le rythme qui est Ouais, qui est perturbé, ouais. qui est perturbé. Mm. Et puis, dû au travail de nuit, bah oui, parce que il y a la lumière. Donc, si on peut avoir zéro lumière aussi pour dormir, c'est bien, parce que ça simule la nuit. Donc, quand j'ai zéro lumière, même le radio-réveil, pas de lumière rouge, des rideaux bien occultants, il faut essayer tout ce qui est possible pour retrouver le sommeil. Et là, est-ce que tu auras une tisane à conseiller avec certaines plantes? Est-ce que ça devient comme ça?
Moi, je Pour trouve. faciliter l'endormissement, tu vois, pour amener l'organisme à rentrer dans ces phases de Ah ouais, sommeil. alors d'abord, il faut savoir si la personne est habituée à prendre des plantes. Si elle n'est jamais habituée, il faut déjà habituer l'organisme parce que les plantes, elles vont lui parler, elles vont faire leur chemin. Et puis, il faut essayer de toute façon de prendre des plantes dites d'endormissement. Je ne peux pas conseiller comme ça une Ouais. plante pour. C'est pas un médicament, une plante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous prenez une plante, elle a beaucoup d'éléments qui peuvent. Il y a pas. C'est pas comme un médicament où, comment dire, vous avez, j'aime pas trop ce mot-là, mais principe actif qui a été pris bien souvent d'une plante d'ailleurs, Ouais. pour agir parce que c'est la molécule qui fonctionne. Et la plante, c'est pas ça, elle fonctionne avec des molécules, bien sûr, mais la synergie de ces molécules. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de mélanger les plantes, mais même une plante toute seule, elle contient énormément de molécules. On n'est pas, comment dire, on n'est pas des chimistes. La plante, elle fait la chimie, elle connaît la chimie. Nous, les hommes, on ne fait que copier, et encore, on ne connaît pas grand-chose. En fait, on fait un peu les apprentis sorciers avec la chimie. Mais la plante, de toute façon, elle va être digérée et il n'y aura pas d'effet secondaire. Sauf si vous prenez une plante avec un poison, bien entendu, mais on dit que c'est la dose qui fait le poison. Et ouais, donc du coup, c'est vraiment au cas par cas, c'est à la limite la personne te contacte et puis tu te poseras 2-3 questions sur son mode de fonctionnement, voir si elle a déjà pris des plantes. Enfin voilà, c'est une sorte d'analyse qui est faite déjà un peu en amont avant de proposer un mélange, quoi. Alors je peux conseiller en fait de cette façon-là, simplement au téléphone, 10 minutes au téléphone, et puis je donne des conseils. Mais bon, moi j'ai des plantes aussi, je fais des tisanes, mais souvent je les propose en mélange. Parce qu'il y a le goût aussi qui intervient, il n'y a pas seulement la molécule qui est intéressante. Ouais, parce que tu peux. Là, imaginons que tu vois bien 3 plantes qui pourraient correspondre à la personne, mais si le goût est vachement amer ou c'est un goût qui peut être désagréable, peut-être tu vas rajouter une 3e plante, enfin une 4e plante comme de la menthe par exemple, pour dire bah voilà, là on va rajouter un arôme où la tisane sera plus agréable à moi boire, je dis tant qu'à prendre une tisane pour faire une cure, autant qu'elle soit agréable à boire. Faire utile à l'agréable, comme on dit. Ouais, c'est vrai que c'est mieux, parce que du coup ça va être pris à répétition, donc ok. Ouais, une cure c'est 3 semaines. 3 semaines et on arrête. Toujours une semaine parce que c'est intéressant pour l'organisme d'avoir cette pause. Parce que ça peut faire l'effet inverse en fait. C'est comme ça. Et puis on voit ce qui se passe. Et surtout on est à l'écoute de son ressenti et on note. On peut noter aussi tous les jours. Et parce que quelquefois on a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Parce qu'on est pressé, on veut que le médicament. Il y a des plantes qui font ça, mais pas dans le cas du sommeil. Les médicaments, on prend le médicament, puis une fois, 2 fois, 3 fois après la prise, hop, on n'a plus les symptômes. Mais non, c'est pas si simple que ça, mais on a quand même une amélioration et souvent on s'en rend pas compte. Par contre, en notant, c'est sûr qu'on observe en plus et c'est différent. Je conseille de le faire. Parce que là, du coup, on fait plus ça en conscience et on note soi-même son évolution et on s'observe soi-même dans l'évolution par rapport à la problématique, quoi. Et puis on met de l'intention. On y met de l'intention et l'intention c'est tellement important. Ça va aller ça va, comment dire, aller, je peux le dire aussi en synergie avec l'action des plantes. Ouais, c'est important l'intention de vouloir et de se dire je prends cette plante, je vais bien dormir, je vais bien dormir. Ouais, ça va m'accompagner, ça va m'aider. Plus pour moi, Et sachant que moi je vois par exemple en randonnée, si on va en montagne, tout ça, on peut croiser de l'arnica, Arnica montana, et c'est vrai qu'il y a des plantes, c'est pour ça qu'il faut mieux se référer à des spécialistes et des professionnels, parce que vous avez des parties de la plante qui vont être actives, et donc il faut mettre l'arnica, il faut que la mettre en extérieur. Il ne faut surtout pas essayer d'en manger ou d'en faire des tisanes, à mon avis, parce que là, ça risque de mal se passer, quoi. C'est une très bonne plante contre le mal de dos, mais en extérieur. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les plantes, parce que là, toi, tu proposes des tisanes, surtout des tisanes, et puis on verra après par rapport au programme que tu proposes, des ateliers, mais évidemment à manger aussi. C'est pour plaisir des papilles, il y a plus d'ailleurs, je pense. Alors,
Les plantes, les plantes, c'est réglementé, hein, ça ne devrait pas, parce que c'est notre patrimoine, ça appartient à tout le monde, mais il y a 149 plantes qui sont libérées, c'est-à-dire que les plantes sont réservées à la pharmacie. Ah bon. C'est pour ça Elles sont que libérées et elles sont réservées à la pharmacie, quoi. oui, D'accord. elles sont libérées pour certaines parties de plantes, c'est pas forcément toutes les plantes. Et il y a des plantes qui sont très connues, qui ne sont pas libérées parce qu'elles sont tellement efficaces, je pense que la pharmacie en garde le monopole, l'exclusivité. Parce que en même temps, il y a une contradiction parce que en même temps, on dit que les plantes, vous pouvez en prendre, vous verrez bien. Bon, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Puis en même temps, c'est interdit parce qu'il peut y avoir des effets. Donc, il y a une contradiction qui m'amuse beaucoup. Attention, danger. Mais bon, il y a 149 plantes qui sont libérées parce que, je vais dire, merci les compléments alimentaires. Voilà, parce que nous, on arrive à exister comme ça, entre des réglementations, parce que justement, il y a tout un commerce avec les plantes. Et pour l'instant, ça nous arrange, on va dire. Parce que je peux faire des mélanges, un mélange de plantes, c'est un complément alimentaire. Donc, même avec les plantes qui sont interdites, je peux faire un mélange. Je ne peux pas la vendre toute seule, mais je peux faire un mélange. C'est surprenant. Alors après, quand tu dis plante interdite, c'est-à-dire que toi, tu n'aurais pas le droit de la vendre en fait toute seule, c'est ça? Toute seule, non. À faire un paquet de cette plante-là, non. Elle n'est pas libérée, en fait, elle est réservée à la pharmacie. Bon, je vous donne un exemple, hein, l'aubépine. L'aubépine, c'est la plante du cœur par excellence. Elle soigne très très bien le cœur, elle le nourrit, elle le régule, en cas d'hypertension par exemple. Et moi, je le mets en mélange pour le sommeil par exemple, j'en mets un peu. Parce que comme ça régule le cœur, ça calme, ça déstresse, c'est bien aussi. Et toute seule, non, un paquet tout seul d'aubépine, c'est pas autorisé. D'accord. Et par exemple, sur l'aubépine, tu vas utiliser quoi? Les graines, les fleurs, les bourgeons, l'écorce, ça va être quoi? Alors l'aubépine, moi je veux tout savoir. Ah oui, alors on a 15 jours en fait pour cueillir l'aubépine. Ah d'accord. C'est hyper précis quoi. Il ne faut pas rater la cueillette. S'il pleut pendant 15 jours, c'est fichu. Parce que c'est au moment où les fleurs commencent à éclore, au printemps. Ah ouais. Donc, c'est là où ça bourgeonne et ça éclot quoi. Ouais, alors au printemps, les premières fleurs blanches que l'on voit dans la campagne, c'est le prunier sauvage, le prunus. C'est tout blanc. Et ensuite, quand il commence à faner, vous avez les deuxièmes arbustes, c'est justement l'aubépine. Et c'est là que quand vous commencez à les voir avoir blanc, la campagne toute blanche de ces arbres, de ce fleurissement, c'est déjà trop tard en fait. Il faut surveiller parce que quand c'est blanc, c'est que c'est bien, la fleur elle est bien développée et c'est déjà trop tard pour la cueillette. Donc c'est très particulier. Si toi tu en cueilles, c'est juste les bourgeons avant que quand ça commence, la fleur elle est gonflée en fait, c'est juste avant qu'elle éclot. D'accord. Ouais. Et ça sent très très bon. Enfin, il y en a qui n'apprécient pas. Et c'est vrai que par chez nous, là dans le 44 de l'aubépine, quand ça fleurit, c'est vraiment ça. Il y a vraiment des haies toutes blanches quoi. Il y en a vraiment beaucoup. On l'appelle aussi l'épine blanche. Par rapport à l'épine noire du prunellier. D'accord. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que les plantes, elles peuvent avoir différentes fonctions, évidemment, mais toi, tu vas les proposer en mélange, parce que certaines, tu n'auras pas le droit de les proposer seules. Que leur efficacité, je pense aussi, ça sera propre à chaque personne, hein, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'une personne n'aura pas forcément les mêmes réactions par rapport à certains mélanges, certaines tisanes, parce que c'est propre à chaque personne, ça. Oui. Alors, effectivement, ça dépend si la personne est habituée à manger, à prendre des tisanes, premièrement. Ensuite, ça dépend de sa problématique, parce que si elle fait une cure, parce qu'on peut prendre des tisanes aussi pour le plaisir de boire une boisson chaude ou froide, d'ailleurs, des tisanes froides aussi. Souvent, c'est multifactoriel, donc j'ai besoin de discuter un peu avec la personne oralement, mais sans faire du tout de diagnostic. C'est pas du tout. D'abord, j'ai pas le droit. Non, pas. Et puis ensuite, c'est juste dans le cadre d'un problème de sommeil, un problème de santé générale. Je peux donner des conseils, mais des conseils d'herboriste, pas des conseils de médecin ou de thérapeute ou autre. Et mais moi, le rendre service, ça me va tout à fait. En tant qu'herboriste, ça me plaît.
Et je pense en plus au niveau de l'herboristerie, pour pas qu'il y ait de confusion, quelque part, bah, c'est ce que tu proposes, ça reste du complément alimentaire, quoi. Ça reste dans Officiellement, oui. ouais, une Mm. perspective d'hygiène de vie, de voilà, bah, c'est Mm. de consommer de la plante quelque part pour soi, c'est bon pour soi, quoi. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup de plantes sauvages qui poussent même sur des tubes parfois, Mm. et on ne les connaît pas, et alors qu'on peut les manger, et on peut les additionner aux salades. Et à partir du moment où vous mangez des plantes sauvages, c'est gagnant, hein, pour la santé, parce que on sait bien que la nourriture, que ton premier médicament soit ta nourriture. C'est important parce que quand vous quand vous cueillez des plantes sauvages, vous avez quand même une plante qui a décidé de pousser ici. C'est pas vous qui l'avez mise dans votre jardin. Donc, d'abord, elle a un travail à faire sur le sol, sans doute, et puis bon, ensuite, elle partira avec ses graines poussées ailleurs. Donc, elle est utile, forcément, même si elle n'est pas forcément au bon endroit pour le regard de Monsieur Tout-le-Monde. Et puis en même temps, bah, elle est remplie de vitamines, de sels minéraux, elle est très nourrissante. Les plantes, elles contiennent du calcium, des protéines, il n'y a pas que la viande, il n'y a pas que le lait. Donc il faut savoir qu'en mangeant des plantes sauvages, vous pouvez tout à fait avoir une alimentation très équilibrée, et ne pas avoir de carence, parce que c'est souvent ce qui est annoncé pour les gens qui sont plutôt végétaliens, on va dire, qui mangent que des végétaux. Bon, je pense qu'il faut pas avoir peur. D'abord, la peur, c'est pas une très bonne nourriture. Et puis, les mauvaises conseillères aussi. Et manger des plantes, et puis manger ce que vous avez l'habitude de manger. Et ça permet d'inclure en fait des aliments avec beaucoup de chlorophylle. C'est important aussi pour la santé. Enfin bon, j'ai suivi ma formation d'herboriste. J'ai pas fait seulement que l'étude des plantes, hein. J'ai aussi, comment dire, étudié tous les aspects de la santé, y compris l'accompagnement pour bien manger. Quand on a une problématique, il y a des aliments à privilégier, d'autres à plutôt écarter, enfin du moins diminuer. Et c'est à prendre dans un ensemble, en fait. La santé, c'est tout un ensemble. C'est son activité, sa vie au quotidien, et les plantes, c'est là en plus, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que il y a des plantes qu'on trouve facilement par chez nous, et je dirais quasiment tout est à consommer dans la plante sauvage. Des trucs, je sais pas, le pissenlit par exemple, parce que Par alors, exemple, moi je sais qu'on peut manger les feuilles de pissenlit, avec les fleurs on peut faire des confitures, oui. avec la racine on peut faire quelque chose, ou Oui. est-ce qu'il y a vraiment des plantes, tu vois, c'est en gros vous tombez sur ces plantes sauvages, bah vous pouvez vous dire en fait bah ouais là je peux tout manger si je veux me faire plaisir. Il y aurait quoi par exemple? Alors la racine, elle est très très intéressante en phytothérapie. Pour le pissenlit ou pour les plantes d'une manière générale? D'une manière générale, les Ok. racines sont très intéressantes parce que Ouais. la racine, c'est la réserve de la plante l'hiver. Mhm. Elle récupère toute son énergie, et elle se repose aussi. Tant qu'il fait froid, elle se repose. Dès qu'il fait un peu chaud, elle fait des pousses. D'ailleurs, en ce moment, là, il y a un redout. Quand on va se promener dans la campagne, on voit plein de plantes qui démarrent. Bon, le pissenlit, toujours là, toujours très présent. Et dans la racine, bah, vous avez des principes actifs aussi qui sont concentrés. Et pour en revenir sur le pissenlit, c'est une excellente plante pour faire une cure, pour aider le foie, en fait, au fonctionnement du foie. Et puis le foie, c'est bien de s'en occuper parce qu'il est beaucoup sollicité avec un peu comment dire, tout ce qu'on lui donne à traiter, avec la pollution malheureusement qu'on subit depuis quelque temps, entre la mauvaise nourriture, ce qu'on respire. Il faut dire qu'on a du travail à faire pour nettoyer son intérieur. Je dirais même grossièrement vider sa poubelle, entre guillemets, c'est-à-dire enlever les déchets, les faire partir. Donc le foie a un rôle très important pour cela. Et c'est intéressant de faire au moins une cure une fois par an, minimum.
Et la cure de pissenlit est très intéressante. En plus, il y a aucun, elle peut être prise par n'importe quelle personne, y compris une personne qui est fragile, qui est affaiblie, qui est en convalescence, etc. C'est une plante sans aucun effet secondaire, parce qu'il y a des plantes, quand on fait une cure, quand on prend en tisane de temps en temps, ça va. Mais quand on fait une cure, il faut quand même regarder les recommandations. Et moi, je les donne aussi, bien entendu, quand une personne m'interroge. Ouais. Demain, là, tu vois, je dirais qu'on est encore un peu après les fêtes de fin d'année où tout ce qui est digestif a été fortement sollicité chez certaines personnes. Quelqu'un qui veut sur une cure de pissenlit, tu lui conseilles quoi? C'est les fleurs, c'est les feuilles, c'est la racine, elle fait sécher, ok, elle prend la racine. Oui. Alors, en fait, la plante, l'idéal, toujours pour se soigner, c'est de la prendre fraîche. À chaque fois qu'on peut, on la prend fraîche. Mais si on en a besoin et qu'on l'a à disposition que sèche, on la prend sèche. Elle sera moins concentrée en principe. Donc, quand on fait sécher la plante, en fait, on arrête tout ce qui est chimie dans la plante. Donc, elle a quand même gardé ses propriétés et ça n'évolue plus, quoi. C'est l'eau qui permet qui fait le travail de la chimie, hein. Pas seulement. Mais... Et donc, on a quand même la plante à disposition. On l'a soit séchée, soit préparée, parce que l'herboriste aussi, c'est de faire des préparations. Et il y a des préparations qu'on fait avec des solvants. Donc, l'eau est un solvant, mais ne se garde pas. Dans l'alcool, dans le sucre, quand on fait du sirop. Et il y a plusieurs préparations comme cela. Et on peut avoir la plante à disposition avec ces préparations ou la plante sèche. Moi, j'ai une petite préférence pour la plante sèche, la tisane, parce que c'est vraiment la chose la plus simple qui soit. Et la simplicité, c'est souvent aussi très efficace. Et tu aurais 2 ou 3 autres plantes comme ça à nous citer qu'on peut vraiment trouver très facilement et où il y a une expression qui dit tout est bon dans le cochon, mais là c'est tout est bon dans cette plante, du bout du pistil de la fleur jusqu'au bout de la racine au fond. Tu vois, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'ortie. L'ortie, l'ortie, c'est une plante nourrissante. C'est carrément tout ce qui est plante nourrissante qu'on peut manger. En général, il n'y a pas d'effet secondaire. Ça peut être donné sans indication ou contre-indication, je veux dire. Et l'ortie, c'est le cas. En plus, on peut la trouver toute l'année, sauf que quand il a bien gelé, il faut attendre un petit peu. Et la racine également est très intéressante. On peut la manger, mais c'est surtout pour se soigner aussi. Elle est très intéressante pour les hommes, pour les questions de prostate, par exemple. Et puis, alors moi je vois l'ortie, vous pouvez vous en faire des tisanes, vous pouvez vous faire des pestos en mélange. Une soupe, la fameuse soupe d'ortie qui est assez connue, assez populaire, qui était pratiquée en nourriture il n'y a pas si longtemps que ça. Je dirais la génération de mes grands-parents mangeaient de la soupe d'ortie. De même que le pissenlit dont on parlait tout à l'heure, les feuilles de pissenlit avec un œuf dur, une petite vinaigrette. En salade, ça passe bien. Alors, on dit que c'est amer, mais en fait, quand vous cueillez le pissenlit juste au début, goûtez la feuille de pissenlit, la jeune feuille de pissenlit, vous serez surpris, mais elle n'est pas amère au début. Après, l'amertume, c'est une saveur qu'on a un peu oubliée. Et mais pour moi, je trouve que c'est une saveur très intéressante à retrouver, à retester, à renouer avec ça, s'habituer un petit peu, à reprendre un peu d'amertume. Le pamplemousse sans sucre, par exemple, qui est très amer, par exemple. Mais c'est vrai ce que tu dis. En fait, je dirais aujourd'hui, dans ce que nous consommons en nourriture, c'est très aseptisé. C'est-à-dire que je pense, je sais pas mais c'est parce que c'est cultivé de manière industrielle aussi, tu vois, avec du maraîchage et tout ça, mais en fait, même manger de la mâche, s'il y avait de la mâche sauvage,
toute façon, on aurait du mal à la manger parce Il y qu'on en la a. trouve, ouais, mais on la trouverait beaucoup trop forte, tu vois, beaucoup trop goûtue. Alors que la mâche qui vient de chez le maraîcher, comme ils la font pousser en l'arrosant de manière abondante, bah, il y a beaucoup d'eau dedans, mais il y a très peu d'agents de saveur, je pense. Mm. Ah, j'imagine quoi. Mais même en bio, en fait, dans la mesure où la plante, vous avez choisi de la faire pousser à tel endroit, en grosse quantité, plus ou Mm. moins, vous la bichonnez, elle n'est pas autonome, Mm. pas forcément autonome. Mm. La plante sauvage, si, c'est pour ça la différence est là. C'est mieux manger bio, hein, je vous conseille de manger bio chaque fois que c'est possible. Mm. Et il y a plus de saveur, ça c'est sûr, parce que moi, depuis des années que je mange des légumes bio, quand je mange un légume qui n'est pas bio, je le trouve extrêmement fade. Après, bon, bah ça, chacun fait comme il entend, hein. Ce qui est intéressant, c'est d'inclure quand même, quitte à inclure du bio, autant inclure du sauvage. Mais pour cela, il faut pratiquer plusieurs sorties en nature pour reconnaître les plantes, parce que ça ne vient pas tout de suite. Vous allez les reconnaître, je vais vous les montrer dans un premier temps. Ensuite, on va refaire une deuxième promenade. Ça va pas forcément. Ah oui, c'est vrai, vous allez les reconnaître après les avoir montrés. Et puis la troisième sortie, normalement, il y a des choses qui vous sautent aux yeux parce que vous la connaissez. Vous la reconnaissez même de loin. Mais, vous la connaissez, c'est bon, vous êtes sûr, vous la ramassez. Je montre, j'explique comment dire, comment dire. Quand on fait une sortie nature, il ne faut pas ramasser n'importe où, donc je donne des conseils aussi. Il y a des choses à savoir qui sont importantes pour l'hygiène. Et puis, les plantes qui peuvent beaucoup ressembler à celles qui nous intéressent. Et là, on ne cueille pas tant qu'on n'est pas sûr à 100%, c'est très très important. Et pour ça, il faut au moins faire 3 sorties nature. Après, bon, si vous êtes doué, vous connaissez déjà les plantes, faites-vous confiance, mais ne soyez pas trop sûr de vous si vous n'êtes pas trop. Si c'est pas 100% certain, moi je vous conseille de ne pas le faire. Et quand vous faites une cueillette, faites les plantes séparées dans plusieurs sachets. C'est important aussi ça. Enfin bon, après. Alors, tu vois, moi, là, on a une petite question par rapport à la carotte sauvage, mais je reviens sur l'ortie. Ah oui. Moi, l'ortie, quand j'en avais ramassé, parce que j'avais vu ça dans un bouquin, en fait, c'était vraiment ramassé que les bourgeons du dessus. Alors, avant qu'elle soit en fleurs, déjà, l'ortie, et c'est que les fleurs, les jeunes feuilles du dessus. Oui. Alors ça, c'est l'idéal. D'accord. Mais quand vous en avez besoin, vous ramassez. Tu ramasses ce que tu veux. Ouais. Oui, d'accord. En fait, la plante, elle a un cycle comment dire, l'énergie, elle va se déplacer entre la racine, la partie aérienne et la fleur. Quand elle est en fleur, il y a moins d'énergie, il y a moins de propriétés, les propriétés sont moindres dans les feuilles et dans la racine. C'est logique, surtout quand elle est en fleur, elle y met toute son énergie parce que le but ultime de la plante, c'est quand même de faire des fleurs pour avoir des graines et puis pour se disperser. Donc les graines d'ortie sont aussi très très bonnes. Ah oui. Ah oui, ouais. Moi je mets dans les gâteaux. Je trouve que. Alors c'est pareil, il y a un moment pour les ramasser, il faut connaître. C'est à force de pratiquer la cueillette, de se promener, de goûter. C'est bon. Alors c'est vrai que l'idéal pour pour l'herboriste, c'est de cueillir au printemps, parce que c'est là où il y a le plus de propriétés. Et les jeunes feuilles, et puis sans se piquer. Ouais, il faut des gants. On peut cueillir à main nue, mais on se fait souvent piéger par l'ortie d'à côté, parce que les orties, elles poussent en station, c'est-à-dire elles sont pas toutes seules. Quoi. C'est un champ d'ortie qu'il y a, généralement, il y en a beaucoup. Ouais. Moi, avec l'ortie, j'avais fait, comme pour des épinards, en fait, j'avais fait une tarte aux orties, voilà, comme une quiche, en fait, une base comme une quiche, et puis j'avais mis des orties cuites dedans. Donc ça réduit beaucoup comme les épinards, mais ça faisait du coup un apport de verdure, donc c'était très bon. Et j'avais cueilli, en effet, vraiment les têtes d'ortie avant que ça fleurisse et tout ça, avec les feuilles fraîches, que j'avais mis dans de l'eau froide, avant que ça fasse un purin d'ortie. Alors je sais plus comment c'est pas un macérat, mais c'est tu mets l'ortie dans de l'eau froide. Tu laisses infuser comme ça l'ortie dans l'eau froide et après tu filtres et il te reste ton jus d'ortie. D'accord. Je sais pas comment ça s'appellerait ça. Alors une tisane à froid. Tisane à froid. Tisane à froid, ouais.
Oui, plusieurs heures. Ouais, Alors, la tisane à froid, c'est exceptionnel au niveau du goût. ouais. Alors, c'est un goût de fruit exotique, moi, je trouve. Alors, vous laissez Ou de banane. toute la nuit Ouais. dans l'eau froide. Alors, moi, j'aime bien tiédir, surtout le matin, j'aime bien prendre une tisane chaude. Et je tiédis le matin. Et vous goûtez une tisane, comment dire, une tisane, c'est 10 minutes maximum dans l'eau chaude. Maximum, je dis, parce que vous avez un petit goût, vous avez des tanins, vous avez d'acre. Elle devient acre, la tisane. Après, c'est le goût. Si vous aimez ce goût-là, pour tout, vous pouvez laisser plus longtemps. Hein. Et comment dire, enfin, 10 minutes maximum. Là, vous êtes sûr d'avoir des principes. Si vous préférez 5 minutes, c'est 5 minutes. Hein. C'est à vous en fonction, vous ajuster en fonction de votre goût. Et puis la tisane à froid, c'est plusieurs heures. Et vous faites une comparaison entre les deux. C'est la même plante, mais alors une différence importante. Alors, c'est surprenant. Ouais, c'est pas du tout les mêmes saveurs qu'on va retrouver. Quoi. Oui, alors il faut penser le soir à mettre la plante et l'eau toute la nuit, faut penser. Ou 2-3 heures, même 2-3 heures avant de la consommer. Alors l'été, c'est facile. Hein, j'ai toujours ma tisane de prête avec les plantes dedans. Et je prends l'eau à température ambiante, que je conseille, plutôt que l'eau qui sort du frigo. Ça fait un choc un peu pour le corps. Et on s'en rend pas compte, mais c'est difficile pour les organes. Ouais, pour la digestion, du froid. Ça demande alors, pour la digestion, c'est pire parce que vous ralentissez carrément la digestion. Tout le travail qui a été fait, parce que ça chauffe, hein, c'est pas 37, c'est beaucoup plus dans l'estomac quand vous avez commencé à digérer. Et puis, il y a tout ce qui a été sécrété pour la digestion. Et bien, quand vous mettez de l'eau, déjà, un peu trop d'eau, vous ralentissez énormément la digestion. Et puis alors, si vous mettez de l'eau froide, l'estomac a encore plein de boulot à faire après derrière pour retrouver. Il y a une petite question sur la carotte sauvage. Est-ce que tu peux nous dire ce que la carotte sauvage évoque chez toi? Ce qu'elle évoque la carotte sauvage. Je sais pas si elle a des caractéristiques particulières ou comment la préparer. Oui, alors sa fleur qui est particulière, ça me fait penser à un nid d'oiseau parce que elle se referme complètement avant d'être en graines, et puis même au début des graines, là, c'est joli. Et quand elle est bien ouverte, on dirait c'est la famille des apiacées, donc c'est les grandes ombelles blanches là. Et quand elle est bien ouverte, souvent au milieu, vous avez une fleur rouge. Et, petite là. C'est magnifique en fait. Pour moi, ça fait penser à un reposoir pour les insectes en fait, parce qu'elle est assez grande la fleur. Et puis les feuilles sont très découpées, et elle est grande, elle est élégante. Alors à quoi ça me fait penser de prime abord? Une carotte sauvage. Et la carotte sauvage, est-ce qu'il y a la racine qui peut être consommée, les feuilles, les fleurs? Oui, alors la racine, il ne faut pas s'attendre à voir la racine de la carotte qu'on connaît. Hein. Ouais. Non. Oui, ça pourrait avoir un goût de carotte, la racine. Les feuilles, c'est un moyen de de reconnaître la plante. Quand vous froissez les feuilles, ça a une odeur de carotte. Ça, c'est caractéristique, c'est bien puissant. Et la racine, elle est blanche. Toute petite. Enfin, elle est petite. Il faut quand même en cueillir plusieurs avant de faire un plat comme on a l'habitude avec les carottes. Mais on pourrait se faire une entrée, une salade de racines de carottes sauvages. Ouais, mais mélangée avec autre chose. D'accord, ouais, ok. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ok. Bon, bah ouais, voilà. C'est tout à fait comestible. Ouais, ok. Bon, moi, je connais la carotte sauvage, mais après, c'est comment la préparer, non, je ne savais pas, mais c'est intéressant. Donc Nadine, passionnée par cette activité d'arboriste, eh bien, comme elle vous le disait en fait au début du live, elle, ce qu'elle aime, c'est partager ses connaissances, notamment pour découvrir les plantes sauvages et savoir comment les préparer. Et puis, son nom, ça s'appelle brin d'herbe iodé. Brin d'herbe iodé, tout simplement parce qu'elle va aussi cueillir des algues et reconnaître les algues sur notre côte océanique. Est-ce que nous, les algues qu'on trouve chez nous, est-ce qu'elles sont toutes comestibles ou pas? Ouais, je dirais qu'elles sont toutes comestibles à 2 exceptions près. Ouais.
parce que bon, elles sont pas autorisées en fait. Elles sont pas autorisées en France, mais elles sont autorisées dans d'autres pays. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai qu'elles sont toutes Mm. comestibles. Mm. Et en fait, je parle des macro-algues. Hein. Bah, les algues de couleur que l'on voit même quand on regarde, quand la mer est basse et puis qu'on regarde comme ça en direction de la mer, on voit les couleurs brunes, vertes, quelquefois rouges. Bon, les algues rouges, on les voit, enfin, ça dépend desquelles, mais elles sont plutôt, quand on s'avance un peu vers la mer, en fait, elles ont la particularité de capter la lumière plus facilement que les algues brunes quand elles sont en profondeur. Donc les algues vivent étagées. Et sur l'estran, chacun sa place en fait. Elles vivent étagées avec les animaux, bien sûr. Il y a, comment dire, le rocher nu. En général, il n'est pas nu pour rien, c'est parce qu'il est occupé par les animaux. Donc, on en profite en même temps pour, quand on fait la sortie, de parler de tout cela. Et en plus, on prend un bon bol d'air. Ouais, c'est ça. Ouais. On joint l'utile à l'agréable. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce que là, du coup, en fait, donc, elle a sa page Facebook qui s'appelle Bah pareil, Brin d'Air Biodé. Brin d'Air Biodé. Donc, si vous voulez aller regarder ce que propose Nadine dans les différentes activités, alors, il y a tout ça. Hein. Il y a tout ça. Là, C'est le programme. ouais, là j'ai janvier, février, mars, avril et mai. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, aux gens qui nous regardent, bah, quel type d'activité tu proposes, si c'est découverte des plantes, cueillette, et est-ce que c'est de la préparation en même temps, les manger, les goûter, vas-y, Oui. Donne-nous ces infos. Alors, je vous donne ces infos. Alors, bah, en fait, je vais vous dire donc, les différents ateliers que je propose. Bon, le prochain, c'est un atelier cosmétique. C'est bon, c'est avec une plante qu'on appelle le calendula et puis le beurre de cacao. Bon, j'aime bien associer le beurre de cacao dans mes cosmétiques. Et bah, je vous donne un peu mes secrets de recettes. Parce que j'ai testé beaucoup de choses. Je me suis, comment dire, basée sur les recettes qui existaient. Et puis finalement, on peut, comme en cuisine, en fait, on peut modifier et puis adapter à soi, à ses envies et puis à ses besoins, surtout. Donc, c'est un atelier qui dure 2h30. Et puis, vous repartez avec un pot de crème. Alors là, c'est un onguent. Je vous expliquerai un peu la différence entre les différentes sortes de préparations. Et puis, c'est pour toute la famille. Donc, je trouvais que c'était bien un onguent hydratant et puis qui soigne les petits bobos, tant qu'à faire. Et puis ensuite, je propose également l'atelier de lactofermentation, parce que c'est une façon de faire ses conserves soi-même, très économique, il n'y a pas besoin d'énergie. Bon, c'est la choucroute, mais pas seulement la choucroute, c'est tous les légumes qui sont préparés un peu de la même façon que la choucroute. Et on fait ensemble, en fait, et on part aussi avec un échantillon. Pendant mes ateliers, je donne toujours un document écrit. Et puis bah, vous avez entendu la possibilité de prendre des notes. Hein. Et puis bon, on fait ensemble sur tout ça qui est intéressant. Et il y a toujours une petite sortie botanique dans le jardin, parce qu'il y a un jardin là où j'habite. Et puis j'habite tout près de Lachenot, donc à 1 minute de la rivière. Donc là, c'est vraiment superbe quand on veut faire un peu de montrer les plantes et les arbres, etc. Ah, je t'interromps juste 2 secondes. Oui. Donc il y a une personne qui demande où ont lieu les ateliers et les découvertes. Mais en fait, Nadine, elle habite sur la commune de Chais-en-Ray. Donc c'est après Saint-Jean-de-Boiseau, c'est pas très loin du Pèlerin. Ouais. Je dirais, là en fait, pour aller chez Nadine, après le pont de Cheviré, vous prenez direction Saint-Brévin. Et c'est que de la 4 voies à 110. Donc une fois que vous êtes au pont de Cheviré, bah, vous en avez pour, je dirais, un bon quart d'heure, maxi 20 minutes, mais vous êtes rendu à l'atelier. Donc c'est que de la voie directe, il n'y a pas vraiment à se tromper, c'est pas dans les petites routes de campagne. Et après, quand tu vas faire tes découvertes au niveau des algues, donc là évidemment c'est un peu plus loin, ça va être Saint-Brévin, ça va être dans quel coin? Je vais à la Plaine-sur-Mer, à la pointe Saint-Gilda. C'est vraiment les deux endroits, il y a un endroit semi-battu et l'autre qui est très battu. Donc en fonction du temps qu'il fait, on va l'un ou l'autre et on a des algues différentes alors que c'est presque tout proche. Quand tu dis battu, c'est quoi? Battu, c'est en fait quand il y a du mouvement.
parce que les algues vivent dans le milieu de la mer, et puis on est quand même sur des communes où il y a beaucoup de monde en fait, qui vivent là, et il peut y avoir de la pollution. D'accord. Donc là, c'est bon. C'est vraiment, j'ai choisi cet endroit-là parce que d'abord il y a des diversités, parce qu'il y a des rochers, et puis on peut cueillir. On fait souvent une petite cueillette, on revient avec sa cueillette. Pour l'instant, je fais que la sortie où pendant 2 heures on parle des algues, on cueille, on goûte, et puis je donne des recettes, on déguste un plat que j'ai préparé et puis une boisson à base d'algues. Et puis bientôt, je vais pouvoir préparer 2 ateliers en un, c'est-à-dire on fait la sortie, on cueille et on fait la préparation ensemble ensuite. Et du coup, tu cuisines avec les gens pour faire un testo, pour préparer les plantes, quoi. Oui. Okay. Oui, tout à fait. Je pourrais faire ça parce que je vais avoir mon lieu juste à côté, donc c'est formidable. Alors, on reprend les ateliers de Nadine, parce que j'ai interrompu. Donc j'habite au centre-ville de Checks-en-Ré, donc c'est très facile à trouver. C'est le parking de l'église. Donc je propose un atelier sur l'art de faire les tisanes, et puis boissons santé, on fera ensemble 3 boissons santé. Donc le lait d'or, la soupe thérapeutique, et puis le kéfir. Donc c'est intéressant d'avoir ces 3 boissons quand on en a besoin, et pour se faire plaisir également. Pour éviter d'acheter, par exemple pour le kéfir, d'acheter des boissons déjà en bulle dans le commerce, c'est très facile à faire et ça peut être un jeu avec les enfants. Donc il y a une sortie nature, comment dire, le 1er avril, où on prépare ensemble, on fait une sortie beaucoup plus, qui dure un peu plus longtemps, d'1h30, et puis ensuite on prépare ensemble, on fait un pesto de plantes ou une salade, enfin suivant mon inspiration du moment. Et j'aurais cueilli avant, et on pourra cueillir aussi ensemble pour compléter. Voilà. Ensuite, j'ai un autre atelier cosmétique. Là, c'est le baume de consoude. La consoude, plante cicatrisante. Donc, c'est très intéressant de savoir faire cette préparation. Et le 20 mai, il y a une journée complète de 10h à 15h sur l'ortie. Et l'ortie et les autres plantes, bien entendu, on prépare ensemble un repas entier avec l'ortie, de l'apéritif, entrée jusqu'au dessert. Et bon, j'ai déjà fait 2 fois l'année dernière, ça m'avait beaucoup plu, et voilà, je repropose cela cette année. Voilà, et puis toute proposition que vous me ferez, j'adapte les ateliers aussi en fonction des demandes, bien entendu. Ça, c'est juste un programme qui n'est pas ferme. Ouais. Et puis, je fais également des interventions dans les collèges, dans mon collège pour l'instant, auprès des élèves de 6e. Et j'ai la chance d'avoir un professeur de sciences de la vie, SVT, qui m'a accueilli dans ses classes, et j'ai fait sortie nature avec les élèves. Dans les classes, je parle de mon métier d'herboriste, donc c'est très intéressant, les questions des élèves, ça me plaît beaucoup, et vraiment de montrer aux jeunes, c'est passionnant. Et puis j'ai fait aussi des ateliers auprès de la petite enfance. Là, c'est plus les jeux, le toucher, les sens. Et moi, j'ai trouvé formidable ce que j'avais préparé. Les enfants ont détourné mes jeux. J'ai trouvé ça bien. Alors, l'idée, c'est de jouer avec autre chose que des jouets en plastique. Et c'est des jouets, des choses de la nature, en fait, des fruits, des branches. J'ai fait un parcours pieds nus d'intérieur, par exemple. C'était très drôle. Et puis, bon, je vais faire bientôt un atelier, faire les attrape-rêves. D'accord. Et donc, comment on dit en anglais, en fait, dream catcher. Voilà. Avec les enfants et leurs parents. Donc, ça, je diversifie mon activité. Je ne fais pas seulement que les tisanes et les ateliers, donc en fonction de ce qui se présente. Et du moment que ça a un lien avec la nature, bien entendu. Ok.
Eh ben, moi, je trouve ça passionnant. Ce qui me plaît beaucoup, bah, c'est qu'en fait, en effet, si vous allez aux ateliers de Nadine qui se déroulent en pleine nature, bah, comme elle le disait au début du live, bah, c'est pour se connecter à sa nature à soi. Par le biais de la nature, on se connecte à sa propre nature à soi. Mais ça peut permettre peut-être à certaines personnes parmi vous qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller se balader dans la nature, qui ne connaissent pas des lieux où aller se balader, eh bien de joindre le fait de je vais découvrir des végétaux qui peuvent se manger, qui peuvent peut-être me faire un petit soin à un moment donné, mais en même temps je vais joindre cette découverte bah, d'être dans la campagne, de pouvoir respirer le bon air et puis en effet d'être acteur ou actrice de cette balade en pleine nature, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à tout cet environnement qui m'entoure et je vais pouvoir dire, bah oui, tiens, c'est vrai que si on fait 2-3 ateliers sortis avec toi, bah, il y a un moment où il y a, je pense, il y a pas mal de plantes, peut-être une dizaine ou une vingtaine de plantes qu'on saura identifier, peut-être pas forcément donner leurs caractéristiques tout de suite, mais en tout cas, on ne sera pas, je dirais, entièrement novice et entièrement ignorant du végétal qui nous entoure, quoi. Oui. Je dirais pas une dizaine, je dirais moins. Mm. Mais déjà, moi j'insiste sur 3-4 à chaque sortie. Et puis après, bah, j'augmente. Mais surtout, je fais de la redondance aussi. Ouais, Pour, c'est de la répétition. Hein. Ouais, je fais de la répétition. Même à une sortie, je vais montrer la plante et puis à un moment, on va repasser devant. Je vais dire, est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que, bon, Et est-ce que si les gens ne la reconnaissent pas, tu as toujours une branche d'ortie sur toi, t'as pas reconnu? Ah, c'est tentant. Ouais, tiens, voilà, Non, tant pis pour toi. Je suis près de la rivière et puis en ce moment, elle déborde. Alors, Ouais. je pousse les gens. Ok, bon bah voilà, moi je voulais juste fouetter les gens avec une ortie, mais non, elle va les foutre à l'eau. Bah écoutez, chacun sa façon de faire. Hein. L'eau, c'est bien aussi. Ok, bah merci beaucoup à toi Nadine. Merci pour les partages, c'était super enrichissant et super intéressant. Merci. Eh bien écoutez, cette vidéo sera en replay sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez, je vous invite après peut-être à partager ces vidéos. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Donc il y en a 70-80, je ne sais pas, sur des sujets divers et variés. La dernière fois, j'étais en binôme avec Adrien qui est géobiologue, hein, donc il nous a partagé sa passion. J'avais fait avec Mathilde qui est céramiste, Estelle qui fait du feng shui. Donc vous pouvez découvrir ces personnes au travers de leurs activités, de leurs passions, parce que à chaque fois que les personnes que j'interroge, ce sont des personnes passionnées. C'est-à-dire que c'est vraiment leur choix personnel à un moment donné de se professionnaliser dans tel ou tel domaine. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas imposé ça, c'est elle. Moi, je suis passionné par les fleurs, les plantes, les végétaux, la nature. Du coup, je vais me former pendant 4 ans là-dessus. 2 ans au Jardin des Plantes à Nantes, et puis 2 ans après en formation en Bretagne. Quoi. Donc, vous voyez, c'est des gens qui, leur passion, ils la vivent vraiment à 100%, et ils vont, je dirais peut-être pour certaines personnes, sacrifier du temps et de l'argent pour justement enrichir leurs connaissances, leur savoir. Et après, là, ce qui est génial, c'est le partage. Et merci à toi de nous partager tout ça. Merci. Eh bien, très belle soirée à toutes et à tous. Et puis, on vous souhaite encore une excellente année à toutes et à tous. Et puis, j'espère à très bientôt. Au revoir.